que ce soit ça, failli passer là. Enfin, c'est bizarre quand même. Bon, pas grand chose derrière là. Par là peut-être. Ouais, je pense pas que ce soit par là, oui. Voilà, c'est pile la direction, c'est clair. On est dans le bon chemin là. Moi, ce que j'ai là sur le plan, ici, on est juste à l'extérieur du cercle, repéré par le lidar. On est quoi? On est à une vingtaine de mètres et là on se rend compte déjà dans la topographie qu'on a une levée de terre, une espèce de bourrelet en fait qui correspond au creusement du fossé. Donc la terre a été rejetée à l'extérieur. Masqué par la végétation et érodé, le fossé de la montagne couronnée est presque invisible vu du sol et impliquant de déplacer des centaines de tonnes de terre. C'est évident qu'il a fallu un nombre de personnes assez important pour pouvoir les creuser, donc ça demande de la hiérarchie. Donc voilà, c'est probablement des sociétés très organisées, très nombreuses. On se rend compte, rien qu'en inspectant, qu'il y a déjà du mobilier archéologique en surface, notamment donc, un bout de poterie, ici, qui est assez érodé. C'est de la poterie, c'est vraiment ce qu'on retrouve systématiquement sur tous les sites anthropisés en forêt tropicale. C'est ces indices-là qui nous permettent de déterminer la présence humaine, quoi. Ces aménagements réalisés par les hommes, les archéologues ont pu en évaluer l'ancienneté et la durée. Donc après, les datations qu'on a pu faire sur les sites à fossés de Guyane française nous montrent qu'on a un phénomène qui s'étire entre, on va dire, le 1er siècle de notre ère et le 12e, 13e siècle. Ainsi, ce sont plus de 1000 ans d'occupation humaine dont témoignent ces mystérieux fossés. C'est un phénomène très large, avec probablement plusieurs cultures qui ont fait ces aménagements du territoire. Mais dans quel but, on ne le sait pas encore. Ce sont les questions qui demeurent aujourd'hui. S'agit-il de sites d'habitation, de territoires défensifs, de lieux de culte? À quelques dizaines de kilomètres, il ne s'offre intégralement aux archéologues que lors des gros travaux d'aménagement du territoire. Ce fut le cas en particulier lors du chantier de construction du pont enjambant l'Oyapock, entre la Guyane et le Brésil. Entièrement décapé et fouillé, l'endroit a livré des trésors cachés. Des objets exceptionnels que Michael a exhumés des réserves pour les étudier avec Stéphane Rostin. C'est quand même des chefs-d'œuvre à l'époque précolombienne, parce que ce sont des chefs-d'œuvre. Ça vient d'où, ces poteries? Là, ça vient du site de Pointe-Morne, donc on est sur la berge de la Guyane française, enfin la frontière avec le Brésil. Et effectivement, on avait donc une colline qui était marquée par un fossé aménagé. Et en fait, à l'intérieur de ce site, on a trouvé des puits funéraires, à l'intérieur duquel on a pu découvrir ces urnes arrissées, ces urnes anthropomorphes. La mise au jour de ces urnes confirme que les sites à fossés marquaient des espaces dédiés aux funéraires. Tout au moins pour les Aristés, dont la piste se prolonge maintenant du côté guyanais. On voit bien les visages quand même. Il y a le nez, les yeux. Il y a toutes les caractéristiques. Les oreilles, on a les oreilles. C'est comme celle trouvée dans cette grotte. Véritable signature, ces urnes identifient les territoires fréquentés jadis par les Aristés. Mais elles interrogent aussi sur la culture qui... C'est de l'animisme pur.
C'est l'anthropologue Philippe Descola qui reprend le concept d'animisme pour parler de cette conception du monde caractéristique, entre autres, des cultures amazoniennes. L'animisme, c'est quelque chose que j'ai découvert lorsque j'ai fait mon terrain, c'est-à-dire lorsque j'ai résidé pendant quelques années chez les Achuar de la Haute-Amazonie, et lorsque j'ai découvert que la plupart des plantes et des animaux étaient conçus par eux comme ayant une intériorité, une âme, en tout cas une subjectivité, une capacité de réflexion. Il n'y avait pas de nature dans ce monde-là, il y avait simplement des partenaires sociaux avec des plumes, des poils, des feuilles, des écorces, etc., avec lesquels les Achuar au quotidien échangeaient par l'intermédiaire d'incantations magiques, de rêves, dans lesquels ils voyaient ces êtres non humains s'adresser à eux sous forme de personnes pour entamer des conversations, des dialogues, etc. Je me suis aperçu que c'était quelque chose de très courant en Amazonie et dans d'autres parties du monde. Il n'y a pas de conquête du sauvage par le domestique, qui est la forme la plus caractéristique pour nous de concevoir le rapport à la nature. Il y a des relations sociales qui se donnent en permanence entre des humains et des non-humains, qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des relations faciles. Hein. Après tout, le singe laineux qui vient vous voir pendant un rêve, on va le lendemain essayer de le tuer pour le manger. Les rapports entre humains et non-humains sont des rapports d'accommodation réciproque, des relations très puissantes d'attachement, de compétition, de solidarité. Les humains se retrouvent ainsi habiter le monde au même titre que n'importe quel existant de la forêt. Une histoire commune dont témoignent... Laissés, finalement, il s'agit d'esprits, d'autres êtres, des êtres du monde invisible, des maîtres des animaux, qui interagissent avec l'humain dans le monde des morts. Ces récits mythiques, Philippe Descola les a collectés et étudiés pour tenter de comprendre la grande histoire qu'ils composent. On trouve absolument partout, là, ce sont ces petits récits qui donnent une bonne indication, au fond, de ce qu'étaient les temps mythiques. C'est des petites histoires, hein, ça dure 5 minutes. Comment, à tel moment, telle ou telle espèce de plante hallucinogène est devenue ce qu'elle est. Toutes sortes de petits événements qui vont faire que, petit à petit, les espèces dites naturelles vont surgir. Et ça, c'est des petits récits, c'est des petits morceaux de ce grand récit de la spéciation. Le grand récit de la spéciation, c'est-à-dire l'histoire de la naissance de toutes les espèces vivantes, végétales ou animales, à partir d'un grand tout. Il y a une unité originelle, il y a une grande culture qui réunit les humains et les non-humains, qui ne sont pas véritablement distingués. Le mythe permet au moins de comprendre cela. Un âge d'or, si on veut, un âge d'or où les animaux et les plantes se comportaient comme des humains, faisaient la cuisine, chassaient, jouaient de la musique. La mythologie amazonienne, c'est une histoire qui part de la culture et qui va vers la nature, alors que nous, c'est l'inverse. Cultures amazoniennes. On est tout près des peintures. Elles constituent ainsi peu à peu un gigantesque répertoire de formes et de symboles aux significations encore mystérieuses. C'est l'un des endroits les plus complexes que l'on ait ici en termes de motifs qui sont représentés. Ici, une main. On voit clairement une main. Ici, on peut voir une composition, une figure géométrique. Il y a des peintures ici aussi. C'est la figure la plus spectaculaire de cet endroit, parce qu'elle est grande. Elle attire l'attention. Ce qui semble caractériser la plupart de ces sites, c'est leur situation exceptionnelle dans le paysage. Contrairement à l'Europe,
où les peintures étaient faites à l'intérieur des grottes. Ici, c'est le contraire. Ce que l'on voit, c'est l'intention que les peintures soient vues de loin. Monte Alegre s'apparente effectivement à une vaste galerie où les œuvres s'exposent sur les parois les plus hautes. Pour Edith Pereira, cela donne un sens particulier à l'usage des lieux. Nous sommes au sommet de la montagne. Ici, il n'y a pas d'eau. Ici, il n'y a pas d'ombre. Donc, ils ont sûrement utilisé cet endroit pour une sorte d'activité spéciale. Peut-être rituel, peut-être une sorte d'initiation. Bref, un lieu qui n'était pas d'usage quotidien. Après les motifs menacés par les guêpes, elle s'occupe des dessins gardés par les chauves-souris. Situés tout au fond d'une anfractuosité, ils n'ont jamais été documentés. Et ça, c'est une figure humaine. On dirait qu'elle a la tête en bas. La tête comme si elle portait un bandeau. Et les yeux, il y en a d'autres là-bas. Ces dessins intéressent particulièrement la scientifique car ils représentent des visages humains. Les yeux et la bouche qui fait comme ça. La représentation humaine et la représentation du visage. Le visage, les figures humaines. Notre hypothèse est qu'ils sont faits par des peuples céramistes plus récents. La grotte aurait donc été visitée et décorée à diverses époques, certaines même récentes. Une hypothèse déjà envisagée à l'époque des fouilles réalisées par Edith. Nous avons trouvé plusieurs choses. Nous avons trouvé des foyers, de la céramique, une pointe de flèche et de nombreuses traces d'activité de fabrication d'outils en pierre. Tous ces éléments ont été trouvés sur plusieurs niveaux pendant la fouille et ont permis d'associer l'activité graphique à plusieurs moments de l'occupation de ce site. Il semble que l'activité graphique a eu une longue durée. Il devient clair que des hommes se sont succédés au travers des siècles pour ajouter leurs images sur ces parois. En faire un lieu sacré, dédié au culte. Et marquer le paysage d'une histoire qui commence au moins 10 000 ans avant notre ère. Elle fait des miracles sur ces plantations. On a ici des bananiers qui me produisent des régimes de bananes plusieurs fois par an, sans que la terre s'épuise, sans mettre d'engrais artificiels ou autres, alors qu'avant ça ne marchait pas du tout. Alors voici un parfait exemple de l'intérêt de la terra preta. Là, en 3 jours, il a fait une pousse très vigoureuse. Et ça, c'est des résultats que je n'avais pas avant. Dans un mois, il fera plus d'1 mètre de haut. Le cacaoyer, normalement, fait une vingtaine de cabosses par an à récolter. Et celui-là, au bout de 6 mois, je suis à 300 et j'arrête de compter. Mais la terra preta ne se contente pas de faire pousser les plantes de façon spectaculaire. Elle est aussi capable de se renouveler toute seule et de transformer le sol environnant. Là, on voit la couleur jaune de l'argile pure, de la latérite même. Et là, j'ai réussi à transformer cette terre, qui n'était pas du tout cultivable, en terre très fertile. En fait, c'est une terre qui va pousser vers le bas et aussi pousser sur les côtés. Donc, comme j'ai fait plusieurs îlots pour commencer, je ne pouvais pas traiter tout le terrain d'un seul coup. Eh bien, ces îlots se rejoignent et en fait, tout le terrain va être de la terra preta. C'est une sorte de cercle vertueux, en fait. Ces super pouvoirs total de l'Amazonie. Mais pour Stephen Rostin, ces traces multiples, inscrites dans le paysage, dévoilent surtout les secrets de la parfaite adaptation des peuples précolombiens à leur environnement. Et c'est sans doute ici, dans les savanes côtières de Guyane, qu'il en a découvert la preuve la plus spectaculaire.
Donc je pars, je fais une petite avancée dessus. Et en te rapprochant, ça va devenir de plus en plus évident. Ok. Tu veux que je descende pour me rapprocher peut-être? Ouais, je pense que c'est mieux, ouais. Voilà, regarde là, on voit l'alignement. Tu vois, à cette hauteur, on voit très bien l'alignement. Il y a plusieurs buts qui sont disposés en damier, on va dire, et chaque but est un champ surélevé. Tout l'intérêt, c'est qu'on est au-dessus du niveau d'inondation, donc on pouvait cultiver sans que les plantes pourrissent dans le sol. Ceux-là, je les ai découverts en 89, et c'était en ULM. Et je suis tombé face à des milliers de buts. Je ne m'attendais pas à une telle profusion. Mais quand j'ai montré ça à des collègues scientifiques, ils ne voulaient pas y croire. Ils m'ont dit, mais c'est pas possible. Les Indiens n'ont jamais pu faire ça. Et maintenant, il n'y a plus aucun doute. On a trouvé des datations. Et elles ont entre 900 et 1000 ans. Hein. C'est même ce qui est cultivé dessus. C'était du maïs en grande quantité, mais aussi du manioc, des haricots, des courges. On les voit bien. Ah, là, on les voit très bien. C'est très beau, là. Les lignes sont parfaites. J'ai beau avoir survolé beaucoup le littoral, il y a des endroits qui échappent. Et là, c'est une découverte d'un nouveau site de champs surélevés, à côté d'un autre site que je connaissais. Alors, ils ont fait comme ça des centaines d'hectares. Hein. Mais ils ont essayé de s'inscrire dans une dynamique naturelle du paysage. Ils l'ont fait dans une idée d'interaction avec le milieu. Si l'on place sur une carte de l'Amazonie tous les marqueurs connus aujourd'hui de l'occupation du sol, forêts anthropisées, terra preta, cultures en terrasse révélées par Stephen, on aboutit à une image a minima des territoires où vécurent les Amérindiens. Grâce à ces données, les scientifiques évaluent la population totale